Juste pour quelques mots sur Marx, en fait, Marx, c'est quelqu'un qui reprend les écrits de. Alors, Marx se décrit pas comme un marxiste, déjà premièrement. C'est quelqu'un qui reprend les écrits des classiques et en fait qui en fait une critique. Il en fait une critique d'ordre philosophico-économique. Lui, il se considère pas comme un marxiste parce que il trouve que la théorie classique a quand même certains, comment dire, c'est pas forcément, elle a eu du bon en fait dans son contexte, mais le problème c'est que comme tu l'as dit auparavant, c'est qu'il y a l'aliénation. Ça, c'est Marx fait une critique. Il trouve que la théorie en fait, elle est très, le cycle économique il devient instable. Donc là, on a des crises à répétition et que c'est toujours le petit peuple, le prolétariat en fait, qui souffre en fait de ces crises à répétition. Et que en gros, pour schématiser, le capitaliste, il y a une sorte de baisse tendancielle du taux de profit parce que le capitaliste en veut toujours plus et que au final, en fait, le capitaliste tue le capitaliste. En gros, c'est ça l'idée de Marx. Euh, je rentre pas trop dans cette théorie parce qu'en fait, pour entrer dans cette théorie, il aurait fallu définir tout ce qui est valeur travail, valeur d'usage chez les classiques, en fait, en faire une comparaison. En gros, si on étudie la théorie de Marx de manière genre vraiment toute seule, la théorie, elle a aucun sens. En fait, il faut vraiment étudier vraiment à fond la théorie classique et en faire une comparaison avec la théorie de Marx, des critiques de Marx. Si on la résume à la réappropriation des outils de production, des outils du capital, donc la réappropriation par le peuple et par les classes prolétaires de cet outil pour le gérer, est-ce qu'on n'est pas loin d'une définition du marxisme? On n'est pas loin d'une définition de ce du, oui, de ce que souhaitait Marx en fait, ce qu'il envisageait pour le plus grand nombre. Ouais. Alors, Sachant que le marxiste, lui, il se définissait pas comme marxiste en fait. Il était plus dans l'optique de vraiment de la critique de la théorie classique. C'est ça le. non, mais il en fait une bonne critique. Puis, Oui, se il en fait rappeler une. aussi que le marxisme devait s'installer dans un pays riche à la base, pas en Union soviétique. Ouais, quand Marx a écrit enfin, ses théories, le Capital, lui, il envisageait le marxisme en fait qui s'installe en Allemagne. Et C'est ouais, ça ou en Angleterre, je crois. alors en Angleterre, mais principalement en Allemagne. En fait, pour lui, c'était là où c'était vraiment le terreau de son idéologie. Donc, oui, le but c'était pas que ça s'installe dans un pays enfin un pays pauvre en fait, tout simplement. C'est qu'il y ait une certaine maturité du cycle économique, qui est certaines bases, et que le problème c'est que le marxisme, il n'a pas été toujours compris. Les gens ils lisent qu'une partie en fait du marxisme, ils lisent pas forcément l'effet comparatif. Et après Ouais, c'est ben on a Monsieur R. Là, je vais me permettre d'attaquer le marxisme aussi. Je me permets. Après, pour être marxiste et me répondre tranquillement. Mais le marxisme, on a vu surtout les dérivés du marxisme, les modèles issus du marxisme, tous ces modèles qui se revendiquaient du marxisme, on a vu ce qu'ils ont donné, c'est-à-dire des dictatures, des pays où tu flippais, une pauvreté matérielle alors que les pays étaient riches, pas du tout de redistribution, l'apparition d'une classe de profiteurs qui n'étaient pas des investisseurs. Et le problème, il est là. Et puis le problème, c'était aussi un état d'esprit dans beaucoup de pays de l'Est ou autres. Moi, j'ai des témoignages de ma famille haute, même dans les pays arabes, c'est que t'as pas d'innovation, t'as rien, parce que rien ne pousse à l'air. Tu vois, autant les classiques, c'est du capitalisme, j'ai envie de te dire abusé, parce que là, ça tue l'homme. Mais on peut trouver mais voilà, mais le marxisme, c'est l'inverse, ça va tuer toute initiative. Alors voilà, tu mets le marxisme dans un pays riche, je te promets, au bout de 5-10 ans, voilà, il y a une baisse de tout. Et il est là le problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu, un rééquilibrage du capitalisme qui est toujours déséquilibré, qui est toujours une équation déséquilibrée, qui a besoin d'une crise, d'une purge, d'une guerre à la fin pour se rééquilibrer, pour faire la transition, et éviter le marxisme qui finit en URSS, en Pol Pot, il y en a peut-être qui aiment la Chine, mais enfin la Chine marxiste de l'époque, c'était chaud aussi. Demandez aux Chinois, etc., etc. Les pays arabes ou pareil. Le marxisme n'est pas adapté au XXIe siècle. Le marxisme tue l'initiative, tue l'innovation, C'est pas eux qui ont créé Internet. Hein. Voilà, euh, désolé. Hein. Moi, c'est ce que je pense, mais après, bon. non, mais ta critique elle est justifiée. Après, effectivement, comme tu as dit, en fait, si on juge un arbre à ses fruits, en fait, quand tu compares les classiques au marxisme, je pense que le marxisme c'est peut-être même pire que Bah oui, ouais, quand tu. quelque part, parce que là, il te tue toute liberté. Est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est ma question, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager le marxisme
et éventuellement les classiques comme des étapes de développement dans le temps d'un pays qui passe de l'un à l'autre au moment où c'est le plus opportun, mais qui arrive à sortir du marxisme quand il le faut aussi, et pour pouvoir permettre une certaine initiative, un certain capitalisme. Est-ce qu'on pourrait pas envisager ça comme ça plutôt que des théories finales qu'on doit poser sur un pays pour l'éternité, puis comme ça apporte la solution à tout? Bah, le problème du marxisme, c'est qu'il y a un côté très dogmatique, hein, c'est presque religieux quand tu écoutes certains théoriciens de cette doctrine, et même peut-être pire que chez les classiques. Donc en gros, le côté switcher d'un schéma à un autre, quand tu écoutes les marxistes, je pense que c'est impossible. Après, il y a quand même il y a eu une sorte de néo-marxiste, des théories néo-marxistes qui sont un peu, enfin qui sont intéressantes. Le problème, c'est que après le communisme, il y a eu une sorte d'ostracisation de la pensée de Marx, de tout ce qui est communisme, alors que enfin, il y avait des intuitions justes, je pense, hein, notamment l'aliénation du travail, etc. Même la baisse tendancielle du taux de profit. Bon, ça n'a pas été prouvé au niveau factuel, mais c'est pas forcément Il y a eu, vérifié, hein. excuse-moi, il y a eu des expériences dans beaucoup de pays, même en France, je crois, avec l'IP, avec des choses comme ça, où on a donné les outils de production aux travailleurs sous forme de coopérative. Ça, je suis désolé, ça n'a pas donné un truc magnificent. Enfin, Ouais, c'est vrai. voilà. Déjà, et puis il y a aussi, voilà, il y a le problème, c'est que ces théories, elles se heurtent à des principes universels de liberté, au nom de qui tu peux saisir, parce que c'est ce qui se faisait dans les pays de l'Est, saisir les outils de production d'un type qui a investi, qui a mis de l'argent, qui crée de la richesse et qui, jusqu'à preuve du contraire, fait travailler les autres. Voilà, il y a eu une diabolisation du patron qui a été poussée à l'extrême avec le marxisme. Voilà, les petits patrons, les patrons de PME ont été assimilés à des gros profiteurs, alors que c'est n'importe quoi. Il y a eu quand même un manque de discernement, on le voit, on l'a vu avec le Parti communiste dans les années 70, un patron c'était un salaud. Alors que le mec, il gérait un truc, il embauchait 20 mecs, il faisait tourner le village. Pourquoi c'est un salaud? Le mec, il a mis sa fortune, s'il se loupe, lui, il a le droit à rien en plus, etc. Et donc, ma critique, elle porte sur ça. C'est moi le marxisme, je ne le connais pas. Enfin, je peux en parler quand même des heures, mais je ne le connais pas comme certains qui le maîtrisent bien. Par contre, ce qu'il a donné dans la réalité, ces manifestations, ça a donné que de la merde, hein. Oui, ça a donné des choses pas terribles, hein, et puis même, au niveau de ces critiques, elles étaient peut-être justes à l'époque, les critiques du marxisme. On a vu que, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de points des critiques de Marx qui sont juste plus valides, en fait, hein. Hem, donc, par exemple, la baisse tendancielle du taux de profit, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu juste de manière empirique. La transformation du salarié en petit patron qui se met dans sa propre société, mais qui continue à travailler pour d'autres, mais en tant que petit patron, il l'a pas vu venir, ça. C'est-à-dire la transformation du salariat, la création. Alors, il a parlé du lumpenprolétariat, mais la création de tout un tas de sous-couches de la société aujourd'hui, hein, entre le salarié classique, c'est-à-dire un type de classe moyenne, et un mec qui a rien du tout. Il y a plein de sous-couches. Il l'a pas anticipé. Enfin, il y a plein de choses il a pas anticipé. Sa critique des classiques, elle est bonne. C'est le reste, c'est surtout l'interprétation qu'on en a fait, parce que il n'est pas responsable de ce qui a été fait au XXe siècle. C'est exactement. C'est pour ça que lui se définissait pas comme marxiste. Je pense qu'il avait vu dès le début l'entourloupe, hein, qu'il y avait des mecs sans doute radicaux qui allaient reprendre ses idées. Lui, pour lui, c'était vraiment, il faisait une critique en fait de la théorie classique, une critique qui était encore une fois justifiée à l'époque. Et je pense qu'il s'est un peu détaché de certaines tendances de pensée de chez Marx, qui voyaient le jour à l'époque, et puis on a vu ce que ça donnait au XXe siècle. Donc, Le marxisme a permis de proposer une contre-force à un capitalisme voyou, et ça a permis toutes les lois sociales de la fin du 19e siècle. Il y a eu son utilité aussi. Attends, je oui, vais être honnête jusqu'au bout. ouais. Heureusement qu'il y a eu le marxisme. Sinon, les gars, vous auriez pas de congés payés, vous auriez pas tout un tas de trucs, parce que c'est eux qui ont amené ça, qui ont permis les syndicats par la suite, qui ont permis, après, il y a eu le marxisme, il y a eu le socialisme et le mouvement anarchiste, hein. C'est les trois grandes composantes de la gauche de l'époque, sachant que les anarchistes étaient assez violents quand même. C'est ça, et puis je pense que le modèle marxiste s'applique, il faut vraiment une anthropologie humaine vraiment particulière en fait. Je pense pas que ce soit un modèle qui s'applique vraiment en Occident. Peut-être dans certains pays asiatiques à la limite, et si le marxisme pourquoi pas, mais
Je pense pas en Europe continentale, par exemple, ou en Il te Angleterre. bride, Ouais. les possibilités d'une population. Moi, je pense que ça peut s'appliquer soit c'est un stade de développement d'un pays, soit c'est applicable à une petite communauté, mais tu peux pas l'appliquer au plus grand nombre parce que tu n'évolues plus sur aucun point ensuite. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Ou- L'URSS, par exemple, voilà, la Russie rattrape en 20 ans ce que l'URSS n'a jamais fait, qui est dans peu de domaines. L'URSS, c'était quoi? C'était de l'armement et du minerai. Voilà. Aujourd'hui, la Russie, elle est un peu plus diversifiée. Pourquoi? Parce qu'elle est capitaliste. Le seul truc, c'est que pour passer de l'un à l'autre, et c'est ce qu'on a vu en Russie, c'est le chaos, c'est les gens qui galèrent, qui crèvent la dalle pendant 10 ans, et donc il faut trouver des mécanismes si tu veux que le marxisme soit un stade de développement. À un moment donné, tu dis pendant 10 ans, on a besoin de tout redistribuer, on a besoin d'un maximum d'égalitarisme, je sais pas, au sortir d'une guerre par exemple, tu te dis voilà pendant 10 ans et en sortir avec des mesures d'accompagnement qui t'accompagnent au capitalisme, parce que c'est ça qui fait mal, c'est le capitalisme brutal comme on a pu le voir en Argentine dans les années 90, comme on a pu le voir aussi avec la chute du mur de Berlin et ce qui a suivi avec la fin de l'Union soviétique, où des gens n'avaient plus de salaire, n'avaient plus rien, voilà. Ouais, ou puis même en Argentine actuellement, ça, on pourra en parler dans les perspectives, mais c'est quand même assez. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui encensent le président argentin actuel, mais ça donnerait pas. Je suis sûr que ça va pas donner quelque chose d'incroyable, hein. Ben, si t'es pauvre, c'est une crapule ce mec, parce que le mec il fait ce que faisaient les dirigeants à la solde des USA, ce que faisaient les dirigeants de la droite comprador, comme dirait l'autre, en Amérique En du Amérique du Sud. Sud, Voilà, ouais. voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sabrer des budgets sociaux pour ceux qui en ont le plus besoin, pour améliorer les chiffres et faire le beau. Ouais, voilà. Puis, Milley, les amis, il a été amené. On en parlera avec le réseau Atlas. Il a été amené par des think tanks conservateurs qui sont pas les amis des ouvriers. À un moment donné aussi, il faut se dire que le nouvel ordre mondial, il n'est pas seulement que côté gauche, côté woke. Il y a aussi des gens qui ont intérêt à restreindre vos libertés et qui vous font croire l'inverse. Il y a aussi des gens qui ont intérêt à vous enlever vos acquis sociaux alors que vous en avez besoin parce que le travail, c'est voilà, vous vivez pas que pour le travail non plus. Voilà. Et Milley, il est typique de ces gens. N'importe qui peut présenter un super bilan PIB, taux de croissance, machin, mais tu vas tuer des gens. Et je rappelle encore une fois à tous ces gens-là qui me diraient ouais, mais tu dis n'importe quoi. C'est quoi le principe de l'économie? C'est de servir l'être humain, c'est pas de le tuer. Voilà, ben Milley, lui, il tue des gens, hein. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès aux médicaments, il y a des gens qui crèvent la dalle, il y a des gens qui meurent. Tout ça pour faire une politique de droite comprador pour plaire au marché. C'est chaud. Ouais, ouais, c'est ça. Écoute, ça, on pourra en parler dans tout ce qui est prospective, si tu veux, dans les pays. Ouais, excuse-moi, je déborde, hein, excuse-moi. Alors, on a fait un peu le tour du marxisme. De toute façon, c'était pas forcément. En fait, je voulais en parler un petit peu quand même parce que vu qu'on allait étudier un peu toutes les grandes théories, mais si tu veux un jour, on pourra en parler de manière un peu plus poussée en faisant un comparatif. Bah bon, ça sera peut-être l'objet Ouais, d'autre chose. faudrait que je travaille mon sujet niveau marxisme. Donc, alors, on peut passer à la théorie keynésienne, Ouais. si c'est bon pour toi. Encore une fois, il faut recontextualiser cette théorie. C'est une théorie en fait qui est développée juste après la crise de 29, la Grande Dépression. C'est Keynes qui, comme son nom l'indique, qui la met en place. En gros, l'idée centrale de la théorie, c'est que c'est la demande globale. Par demande globale, on entend consommation, investissement, dépenses publiques. Consommation, c'est la demande des particuliers. Investissement, c'est la demande des entreprises, et dépenses publiques, c'est la demande de l'État. En fait, c'est les principaux moteurs de la croissance et de l'emploi. Ça, c'est vraiment l'idée centrale. En gros, pour Keynes, l'organisation capitalistique de la production, si elle est laissée à elle-même, en fait, ça entraîne une mauvaise allocation des ressources, et ça entraîne rarement le plein emploi et le modèle le plus efficient. Souvent, on est en sous-emploi des effectifs, donc en gros, il y a du chômage. C'est ça l'idée principale de Keynes. Dans cette idée-là, en fait, Keynes, lui, il propose que l'État ait un rôle important, contrairement aux classiques, pour qui les classiques. Alors, ça dépend des classiques, mais en gros, les classiques, c'est vraiment l'État, c'est tout ce qui est régalien, quoi. C'est vraiment le minimum du minimum. La police, l'éducation, c'est tout. Keynes, lui, il propose vraiment d'intervenir dans l'économie, enfin en gros de stimuler la demande globale, et pour qu'on ait des politiques en fait de relance et de soutien de la demande, notamment des entreprises et également des particuliers. Keynes, il met en place sa grande idée, c'est tout ce qui est multiplicateur keynésien. Alors ça, c'est une idée qu'on utilise même aujourd'hui, hein, que souvent on l'entend, tu sais, de la part de Mélenchon.
qu'en gros, un euro d'investissement, de dépenses publiques, ça entraîne X de cet argent au niveau de l'économie. En fait, en gros, si tu injectes 1 euro dans la dépense publique, bah, ça peut générer au final 8 euros au niveau global de l'économie. C'est une. Alors là, au niveau, on va dire, des économistes, il y a toujours un débat. Alors, quasiment tout le monde reconnaît qu'il y a un multiplicateur. Le débat, c'est en fait est-ce que le niveau de ce multiplicateur. Il y en a qui pensent que bah, il est 1 pour 1. Ça, c'est plutôt les classiques. Et il y en a d'autres qui pensent que, comme Keynes, par exemple, voilà, il est quasiment exponentiel en fait. Ou comme par exemple Mélenchon actuellement, j'avais entendu une fois, il avait dit que c'était, je crois, 1 pour 8, quelque chose comme ça. Bon. Mais excuse-moi, chacun balance son chiffre, mais depuis Keynes, depuis les années 30, on a eu des modèles. Est-ce qu'on a pu avoir des vrais chiffres? Le problème de ces chiffres, en fait, le gros problème, c'est que depuis les années, si tu veux, depuis après-guerre, le courant vraiment dominant, ça a été le courant néoclassique. Keynes, il a mis ça à l'époque avant la guerre. Et en gros, après la guerre, on a le développement de ce qu'on appellera l'économétrie. En gros, c'est la science statistique de l'économie. C'est comment, par exemple, si tu fais varier une variable dans l'économie, elle fait varier une autre variable. Donc en gros, si tu mets X argent de dépenses publiques, comment ça fait varier la consommation globale. Comme des engrenages. C'est ça, exactement. C'est de l'économétrie. De différentes tailles. Exactement. Et cette science-là, elle a quand même été prise en main par les néoclassiques. Les néo-keynésiens, ceux qui se revendiquent de Keynes, ils ont quand même été assez marginalisés, hein, faut être honnête. Aujourd'hui... Mais il y a eu quand même des pays qui ont appliqué cette politique. Est-ce qu'on a pu vérifier qu'il y avait un taux multiplicateur intéressant ou pas? Est-ce qu'on a pu quand même avoir un retour? Je pense que quand même depuis 1930, il y a eu des pays. Alors moi j'ai un exemple, hein, mais je vais quand même te laisser me répondre. Il n'y a pas des pays, je sais pas, le Brésil ou je sais pas, qui seraient lancés dans une politique keynésienne à un moment donné pour réimpulser leur économie? Alors Keynes, lui, là, il faut quand même dire quelque chose d'important chez Keynes. Pour lui, c'était quelque chose de conjoncturel, le multiplicateur keynésien. C'est-à-dire que c'était en cas de crise, il fallait activer les dépenses publiques pour relancer l'économie. En fait, lui, ce qu'il avait vu, c'est qu'à l'époque de 29, la crise, c'est qu'en gros, il y a une sorte de... toutes les économies se sont fermées. Et en fait, c'est ça qui a créé la crise. C'est qu'il y a une sorte de chute incroyable, pire que la crise de 2008. C'était quelque chose d'assez horrible. Donc, l'idée de Keynes, c'était qu'en fait, plus jamais ça, en fait, hein, que ça ne se reproduise plus et que les économies en cas de très grave dépression, bah, ils réinjectent de l'argent. Alors ça, c'est ce qu'on a vu un peu pendant toutes les crises qu'on a connues, hein, notamment en 2008, tu as eu des sortes de grands plans d'action, notamment en Europe. La France, à l'époque, je sais plus, je crois que c'était... Voilà, c'est ce qu'on appelle des politiques keynésiennes qui sont de temps en temps faites, quoi. C'est ça. Et alors, aujourd'hui, tu vois, c'est... J'en parlerai dans les prospectives, la situation actuelle de la France. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a même la Russie qui le fait là, sans le dire, sans le savoir. Parce que là, voilà, mais juste 2 mots. Si ça marche pas aujourd'hui, ça peut pas marcher aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans des systèmes où les pays sont fermés avec des frontières. Aujourd'hui, on est dans des systèmes de libre-échange où les pays sont obligés, par exemple, quand la France fait un appel d'offres pour tel ou tel truc, elle est obligée d'embaucher des entreprises belges ou européennes aux dépens de ses propres entreprises. Elle est forcée. Donc, tu peux pas faire une politique keynésienne. Mitterrand, alors c'est pour ça qu'il me fait rigoler Mélenchon. J'ai l'impression qu'il se fout quand même de la gueule du monde. Mitterrand a essayé de faire une politique keynésienne quand il est arrivé, alors à savoir, si je donne beaucoup d'argent aux gens, les gens ils vont consommer. S'ils consomment, ça, on va devoir produire plus, on va devoir embaucher plus, etc., etc. Et même l'État va récupérer plus d'impôts parce que les gens, s'ils ont un meilleur salaire, ils paieront des impôts, etc. Mais le problème, c'est que Mitterrand, il a donné plein d'argent à tout le monde. Moi, j'étais petit, j'avais 11 ans à l'époque et tout. Sauf que les gens, ils achetaient américains, ils achetaient japonais, et donc cet argent est sorti. Ils achetaient allemand. Donc il n'y avait pas un système fermé, donc ça pouvait pas marcher. Il fallait vraiment être con pour lancer ça. Et très très vite, ça a été la rigueur. On a ramené
ramené Pierre Mauroy, ça a été la rigueur, tout ça et tout. Les gars, voilà. Donc Mélenchon, quand il propose ça, parce qu'il est intelligent, Mélenchon, il sait que ça peut pas marcher. Ou alors il va falloir structurer, fermer les frontières, etc., sortir de l'UE, etc. Et donc ces politiques keynésiennes, moi, elles ont été employées à plusieurs reprises, même par des gouvernements de droite, mais de manière limitée. C'est-à-dire, c'est pas la théorie de Keynes, on fait pas une politique Ouais, keynésienne, on applique des petites politiques, voilà, qui visent à relancer certains secteurs, qui visent à aider certains secteurs. Les Américains le font et promis, je me tais, mais la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait là? La Russie, avec les sanctions, elle a vu une fermeture de ses frontières. Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté les salaires et les prestations sociales des classes moyennes et des pauvres. C'est pour ça que les gens continuent à le soutenir. Il a augmenté les prestations sociales, et notamment dans le secteur militaire. Il a augmenté les productions. Et comme il y avait des sanctions, les Russes se sont mis à acheter russe. Et là, c'est pour ça que ça marche, son économie de guerre. C'est-à-dire que quand l'État injecte ça lui revient, il y a je sais pas combien qui lui reviennent et il peut tenir comme ça pendant des années. Il y a un équilibre. Le secteur de l'agriculture russe aujourd'hui exporte. Le secteur du tourisme russe, il y a plein de Russes qui visitent leur pays. Avant, ils allaient ailleurs. Aujourd'hui, ils font ça. Et donc, finalement, on a une politique keynésienne russe qu'on appelle économie de guerre, qui semble marcher, qui semble, il y a un taux des multiplicateurs, parce que pareil, les recettes fiscales augmentent, il y a tout un tas de choses qui augmentent. Voilà, je te rends la parole. Pardon, je voulais bien expliquer le truc. non, t'as bien expliqué. Alors sur le cas de la Russie, c'est aussi parce que la Russie aujourd'hui c'est une sorte d'économie fermée un peu quand même. Elle Hmm. était fermée à l'Occident, donc C'est pour ça que ça marche. C'est ouais, pour c'est ça que pour ça ça que ça marche. marche. Là où Mélenchon est quand même un escroc, c'est que une politique économique, c'est quelque chose de global en fait. C'est pas juste t'as agi sur voilà, t'as lu une idée de Keynes et pour toi c'est la politique absolue. Comme tu l'as dit, on est dans une économie ouverte, l'Union européenne notamment. On est ouvert à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Donc si tu fais ça, en fait tu vas faire de l'argent à l'étranger. Hmm. Et en plus, on n'aime pas les leviers monétaires également. Ce qu'a fait la Russie, hein. En fait, ce qu'a fait la Russie quand même, c'est peut-être on y reviendra, c'est quelque chose d'assez, enfin c'est extraordinaire quand tu réfléchis, c'est qu'en gros ils ont mis en place toute une stratégie. Ils ont joué sur tous les leviers économiques possibles, à savoir le levier monétaire, le levier de la production. En fait, ils ont fait une sorte de production dirigée quand même, hein, une économie Hmm. dirigiste un peu. Hmm. Ils ont également fait tout ce qui est au niveau des petits patrons. Ils ont vraiment aidé les petits patrons pour qu'ils arrivent à dévier tout ce qui est logistique, supply chain de l'Occident vers l'Asie notamment. Donc c'est vraiment une politique pensée. Là, en fait, c'est là où tu vois que à la tête de l'État russe, c'est pas des guignols. Le truc, c'est que si tu fais ça à la tête de l'État français, en fait, tu vas juste aggraver les déficits. C'est juste simple. Le Premier ministre est un ancien économiste, le ministre de la Défense aussi, et les Russes, contrairement à ce qu'on peut penser du socialisme, ont produit de grands économistes. Ouais, exactement, exactement. Et puis ils ont produit de grands économistes et même à l'époque soviétique en fait. Même à Mhm. l'époque soviétique, ils étaient assez réalistes sur l'état de leur système. Je fais juste une anecdote. Je l'ai peut-être déjà raconté dans ma conférence sur l'Inde. À l'époque, l'Inde était très proche de la Russie. Les Indiens, en fait, pour mener, ils avaient une agriculture assez faible, et ils ont envoyé des spécialistes en Russie pour voir comment faire une économie un peu dirigée pour l'agriculture, quelque chose de planifié. Et c'était à l'époque soviétique, hein. Et les principaux dirigeants soviétiques qui étaient quand même en très bon terme avec les Indiens, ils ont dit bon bah en fait moi je vous conseille de pas faire ça, c'est une catastrophe. Donc ils sont quand même assez réalistes même à l'époque ils étaient réalistes sur les choses. Donc c'est pas des dogmatiques les Russes, en fait ils sont hyper pragmatiques. Je pense que le dogmatisme ils l'ont vu à l'époque peut-être début du soviétisme. Donc là tu vois qu'on est très loin alors que contrairement en France, tu vois là il y a vraiment du vrai dogmatisme, tu vois, ou même dans l'Union européenne, il y a des sortes de croyances. Et les Russes sont, de par leur histoire, très difficiles, ont toujours été pragmatiques et surtout à l'époque de l'URSS où il manquait de tout, il fallait qu'ils s'adaptent pour vivre dignement. Et non, c'est des gens très pragmatiques justement. Peut-être dogmatiques aussi, mais très pragmatiques, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Dogmatique peut-être moins sur l'économie, peut-être sur d'autres sujets, mais ouais. On le voit chez les femmes russes. Elles sont très pragmatiques dans le bon sens du terme, hein.
Ouais, c'est vrai. Ça, voilà, c'est un caractère, mais c'est lié aussi à l'histoire de leur pays où fallait se démerder, quoi. Et parce que dans les années 70, l'URSS était super pauvre. Les gens faisaient la queue dans des magasins vides. Voilà, quand tu connaissais un Russe, tu lui passais un jean, le gars, il était fou, ça n'existait pas. Tu vois, on en était là alors que c'était une super puissance. Aujourd'hui, ce que fait Poutine, tu vois, il a ramené quand même. Poutine fait du bien à la Russie parce qu'il a su garder, il a su restaurer la puissance, il a su améliorer la puissance soviétique, parce que l'armée russe est beaucoup mieux aujourd'hui, et il a ramené un capitalisme qui permet aux Russes de vivre bien, quoi, de vivre normalement. Ouais, exactement. Et puis, tu sais, il y a quelque chose, je pense, qui est assez réel, c'est que la haine qu'ont les élites occidentales vis-à-vis de la Russie, elle s'explique par des faits historiques, mais elle s'explique aussi par le fait que, en fait, leurs élites, elles sont quand même assez compétentes. Et elles ont montré, enfin, elles ont mis Mmh mh. alors une raclée, je vais être poli, aux élites économiques occidentales. C'est qu'en fait, même les Russes ont été surpris à quel point c'était efficace leur système en temps de Ouais. guerre. Ils ont mis un système tellement bien optimisé, efficient que même avec toutes les sanctions possibles, en fait, le truc, bah, l'économie elle tombera jamais. Il y a à l'époque The Economist qui avait appelé la Russie dès le début de je crois un mois après le début de l'invasion, ils avaient dit que c'était en gros une sorte de forteresse financière. Ils avaient appelé ça comme ça, ils avaient analysé le truc, ils avaient dit qu'en fait c'était impossible de faire tomber l'économie russe. Mais oui, mais je veux dire, en plus, même s'ils la font tomber, les Russes ont connu pire. C'est des joueurs d'échecs, les mecs. Ils ont Voilà, connu pire aussi. c'est des joueurs d'échecs. C'est l'école russe, l'école botvinnik. C'est des joueurs d'échecs. Quel que soit ce qu'ils font derrière, ils réfléchissent comme des grands joueurs d'échecs. Et les mecs, ils ont 3 ou 4 demi-coups d'avance sur tout le monde. Et moi, il y a un truc que je comprends pas. Excuse-moi, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est enfin, j'arrive à la comprendre. Cette haine irrationnelle que peuvent avoir certains pays européens comme l'Angleterre vis-à-vis de la Russie depuis toujours, et même la France aujourd'hui et des autres pays, elle est totalement irrationnelle. J'ai l'impression qu'il y a quand même un certain racisme et un mépris du slave. Parce que pendant longtemps, il y a eu le mépris de la Russie, comme quoi, ouais, ils sont européens, mais pas trop, quoi. Il y aurait un peu Alors, de ça, quand même. il y a effectivement un mépris de tout ce qui est non blanc occidental, globalement de la part des élites occidentales, mais Ouais, je pense que mais les Slaves sont blancs, c'est oui, mais malheureusement. ils sont pas considérés comme occidentaux. Enfin, selon la théorie un peu générale, je pense pas qu'ils soient considérés comme des occidentaux. Mais je pense que ça va au-delà de ça. À mon avis, c'est vraiment, tu sais, il y a une sorte de mépris intellectuel. En gros, enfin, non, il y a deux choses. Premièrement, je pense qu'il y a les élites françaises ou les élites européennes connaissent assez mal la Russie, l'économie russe. C'est ça, tu le vois, enfin, il y a quand même tu sais, l'exemple que, je sais plus qui avait dit que la Russie c'était une station-service avec des bombes nucléaires, je sais plus quel dirigeant américain. Il y avait vraiment des élites occidentales, européennes qui pensent ça, hein. Moi, j'ai discuté avec des gens. Excuse-moi, c'est des fausses élites. Ça, c'est des élites de par leur position, parce que le mec qui sort une connerie pareille. Enfin, les Américains, leur président, on a l'habitude des grosses conneries. Puis en France, le pays de BHL, bon, t'as vu le niveau de nos élites déclarées, en tout cas. Donc Ah, voilà, elles ont des élites que le nom, quoi, pour dire des bêtises pareilles. si ça peut te réconforter, enfin, je sais pas, en fait, je sais pas comment tu dois le prendre, mais il y a aussi des gens aujourd'hui qui pensent que la Chine c'est le tiers-monde, hein. Et quand je te dis des gens, c'est pas les gens le pilier de barre, hein, il y a des gens parmi les élites, et les élites économiques qui pensent vraiment que la Chine c'est un pays en voie de développement. Mais ça, c'est ce qui est reproché. Tu me diras si ce que t'en sais, mais moi, c'est le reproche des autres pays du monde vis-à-vis de beaucoup de pays occidentaux. C'est une certaine arrogance et des clichés rétrogrades. Et à côté, ouais, à côté, les gars, ils ont pas évolué depuis les années 20, quoi. Et ça emmerde, moi, parce que imaginez aujourd'hui, oui, la Chine au fin fond de la campagne chinoise, peut-être que et encore, peut-être que c'est le tiers monde, mais la Chine, voilà, elle a évolué. Mais t'as des gens, ils restent figés. C'est les mêmes qui disent qu'en Algérie, on n'a rien construit depuis 62. Tu vois, c'est les gars, ils font, voilà. Et au bout d'un moment, tu te demandes s'ils sont cons ou si c'est un blocage émotionnel, quoi. Parce que là, faut vraiment être con pour imaginer des trucs comme ça. Je veux dire, voilà. Et la Chine, ouais, c'est le tiers monde. L'Afrique, c'est un pays. Ils sont tous pareils. Les Américains, ils sont tous cons et puis ils votent tous avec des fusils, machin. Malheureusement. Et ça, c'est du prêt-à-penser, quoi. C'est grave. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est d'autant plus bizarre qu'aujourd'hui, on est tous très connectés, on a quand même, enfin, les gens voyagent quand même, mine de rien. Et même les Ouais, élites voyagent. mais Et c'est très étrange. ouais, mais les clichés restent. Les clichés restent.
Et Et c'est cliché, cette arrogance. À chaque fois que l'Occident était arrogant, il s'est pris une raclée. À chaque fois que l'Occident a fait attention, il était invincible. Et le problème, c'est que lorsqu'il a été arrogant, c'est qu'il avait des élites de merde. Hein, bon, j'attaque pas les peuples, mais voilà. Moi, ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis, c'est des Brésiliens, des Sud-Africains, des Indiens, enfin des gens avec qui je discute et tout. Le reproche qu'ils font, une certaine arrogance, puis une vision avec des clichés. Voilà. Quand t'entends parler de l'Inde, Conversano qui dit que l'Inde c'est tout caca, tout pourri partout, tu te dis, attends, putain, je pensais qu'il était intelligent. Je veux dire, comment penser qu'un pays est tout caca partout? Tu vois, ces clichés, ils sont complètement cons. Finalement, quand t'es intelligent, tu les dépasses. C'est une vision de merde, quoi. bah, après que entre guillemets, le bas peuple pense ça, bon, à la limite, tu vois, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Mais quand tu vois des élites intellectuelles qui pensent ça, sur la Russie, je pense que, tu sais, comme je t'ai dit, il y a une méconnaissance, mais il y a aussi un truc ça, c'est très propre à l'Occident. Il y a une sorte de dogmatisme que le modèle occidental, c'est le meilleur modèle, en fait. Et c'est le Ouais, modèle le plus efficient. Tu vois, ça, je pense que c'est vraiment le point principal, c'est que, notamment les Européens, les Américains aussi, mais les Européens, c'est vraiment leur modèle libre-échangiste et tout. Ils pensent qu'en fait, en faisant du libre-échange avec des pays du tiers-monde, ils vont conquérir ces pays. Et là, tu vois, bah, je reparlerai dans tout ce qui est prospective, mais tu vois que avec la Chine, bon, bah, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, en fait. Donc, voilà, il y a le dogmatisme, une non, mais méconnaissance. on en parlera si tu veux dans la prospective, dans la mesure où moi je pense que il y a déjà définir ce qu'est le modèle occidental, parce que il a ses lettres de noblesse, 5 siècles d'évolution, de croissance dans tous les domaines, même l'humanisme, même enfin voilà tout ce que nous vivons de bien, c'est quand même très occidental, faut le reconnaître. Le truc c'est que ce modèle a été perverti et pollué par des gens négatifs, par des gens malsains, et puis il y a un cancer qui s'appelle l'ultra-financiarisation. Et puis il y a tout un tas il y a l'entropie des sociétés qui fait qu'aujourd'hui on a plus de dégénérés que de gens solides qui font avancer une société. Mais le modèle en lui-même, le modèle occidental bâti à partir de la Renaissance, malgré tous ces morts pendant des guerres, malgré les morts de la révolution industrielle, nous on en profite. La révolution industrielle, je te disais en privé, c'est un grand sacrifice humain pour que nous vivions Ouais. bien. Faut le rappeler comme ça et tout. Moi, ce modèle, je pense que c'est un très beau modèle et c'est le modèle qui est bien. Bah, maintenant, la question, effectivement, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles? Mais on y reviendra au niveau de la prospective parce que va falloir apporter des nuances. Mais c'est un modèle qui a quand même 5 siècles de réussite. C'est ni les Chinois, ni les Africains, ni les Arabes, ni les Sud-Américains qui ont entraîné le monde pendant 5 siècles comme ça. Ouais, il y a eu des saloperies, mais il y a eu plein de bonnes choses et tout le monde en a profité. En tout cas, nous, on en profite. Donc, quelque part, voilà, faut qu'on se rappelle aussi que nous, on profite de ce qu'on dénonce. Hein. Ah non, bien sûr, le but là, c'est pas forcément de cracher sur le modèle occidental, qui est un modèle, pour le coup, je pense vraiment que c'est un modèle très efficient, hein, que ça a été un modèle très efficient. Après, il y a des, Ça a créé des opéras, putain de merde, des cathédrales, des opéras, des oui, putains et de puis, tableaux, tu pleures, des bouquins, des films, des attitudes, des actions, des histoires, des machins et tout. Un truc, non, c'est un modèle magnifique, sauf que voilà, on arrive à la fin de quelque chose et voilà, et même les Occidentaux, ils se rendent même pas compte à quel point il est magnifique leur modèle. Bon, je vais pas faire du conversano, je vais me calmer, excusez-moi. Mais je le pense, hein. non, bah, pour le coup, je pense aussi. Je pense que c'est l'un des modèles les plus efficients que l'humanité ait connu. Donc voilà. Et puis au niveau de Keynes, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. On a parlé de voilà, c'est Ouais. des politiques conjoncturelles, donc voilà, faut pas ça sert à rien de mener une politique de relance keynésienne pendant. C'est plus, Keynes, c'est plus un outil qui est proposé à un gouvernement qu'une théorie à appliquer de manière totalitaire. C'est ça, exactement.